Ouais, bonjour à tous, merci d'être là. Dans le fond, c'est une présentation qui suit ma présentation de l'an dernier pour ceux qui étaient là. Je ne sais pas si vous en souvenez. Pour commencer, je vais faire il y a un petit lag. Je vais faire un petit retour dans le temps sur la dernière année. Fait que, en novembre 2013, au dernier Hackfest, j'avais une présentation qui disait que le titre, c'était Web Scrambler, mais le titre de la première acétate, c'était comment rendre les scanners web fous. Dans cette présentation-là, je présentais 4 principes qui faisaient que les outils de scan automatisé avaient du succès contre les applications web. Puis pour contrer ces principes-là, j'avais présenté 3 tactiques pour essayer de contrer les outils automatisés, donc en les ralentissant, en les rendant plus facilement détectables, puis en les rendant plus spécifiques. Depuis un an, à l'époque, il y a eu beaucoup d'enthousiasme, puis il y a eu certains scepticismes, puis d'ailleurs, je tiens à remercier ceux qui m'ont approché et qui ont porté un intérêt dans mon travail. C'est ça. Puis depuis un an, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une gang d'anciens de Google qui ont sorti en janvier de cette année un outil qui s'appelle Shape Security, puis qui disent que c'est le Word First Bot Wall. En gros, le concept, c'est un peu la même chose que j'avais présenté. L'idée derrière, c'est un peu la même chose que j'avais présenté en novembre 2013. C'est, dans le fond, rendre l'application web difficilement interprétable par les outils pour qu'il y ait de la difficulté à trouver les failles de sécurité. Eux, leur approche, c'est basé sur le polymorphisme en temps réel. Donc, on a un exemple ici tiré de leur site web, c'est-à-dire qu'ils changent les champs de formulaire pour les rendre incompréhensibles, puis qui changent à chaque requête, ce qui complique la vie aux outils. Si on prend l'accueil de l'outil en tant que tel, côté des investisseurs, c'est un très bel accueil, mais c'est une ancienne gang de Google qui ont parti ça, donc ils ont des contacts, puis ils sont capables de lever du financement. Ils sont à plusieurs dizaines de millions de financements. C'est le fun pour eux. C'est un peu moins le fun pour moi, mais c'est pas grave. Côté milieu de la sécurité, quand on lisait un peu ce qui se disait, ou quand ils ont fait leur annonce, quand ils sont devenus publics sur leur projet, puis ils ont fait leur annonce, le milieu de la sécurité, c'était assez sceptique sur l'utilité, puis comment que ça allait fonctionner. Donc, ils disaient que ça disait que ça faisait bien des choses, mais qu'au final, ça n'avait pas grande utilité. Les principales critiques qu'il y avait, c'est que les outils vont s'adapter, puis que ça va nuire à la performance. Les deux critiques sont vraies. On peut pas, c'est indéniable que les outils vont finir par s'adapter, puis que ça va nuire à la performance, parce que veut pas, c'est quelque chose encore de plus entre l'utilisateur et le serveur. Donc, ça analyse le trafic, ça modifie le trafic, puis ça va venir à la performance. Sauf que, est-ce que c'est vraiment une raison pour rien faire? Moi, je ne crois pas que c'est une raison pour rien faire, même si les outils vont s'adapter, puis ça va nuire à la performance. Parce que de toute façon, c'est toujours un combat entre les bons et les méchants, là, si on veut. Donc, oui, les méchants vont s'adapter, mais nous aussi, on peut s'adapter pour rendre ça plus difficilement, que les outils soient aient encore plus de difficultés à attaquer les applications. Ce que je présente cette année, c'est ma vision d'un outil qui implante les concepts que j'ai présentés l'an passé. Donc, c'est un peu différent de l'approche de Shape Security. Moi, j'ai appelé ça un Web Application Hypervisor. Un peu hypervisor pour faire une référence avec les hypervisors de virtualisation qui encadrent, dans le fond, l'exécution d'un système. Donc, le but, c'est ça, c'est d'encadrer l'exécution d'un système pour faire des opérations de sécurité puis de la sécurisation d'applications qui peuvent être faites tout le temps puis qui devraient être faites tout le temps, mais que ce n'est pas toujours fait. Fait que le Web Application Hypervisor, c'est quoi?
Pourquoi? C'est parce que il y a un vide qui est laissé en ce moment, qui existe depuis plusieurs années, qu'il y a un vide pour la sécurité applicative. Les serveurs HTTP, ils servent du HTTP. Donc, eux sont conçus pour traiter du HTTP, puis ils n'ont pas de notion du contexte d'une application. Donc, mais s'il y avait la notion, s'il y avait un serveur dédié pour gérer uniquement des applications web ou des sites web, on pourrait intégrer de la sécurité à ce niveau-là pour pouvoir faire des choses. Les frameworks incluent un certain nombre de features de sécurité, mais ils n'incluent pas tous. C'est pas tous les frameworks qui incluent les mêmes features, puis d'un framework, puis c'est pas toutes les features qui sont vraiment bien faites puis utiles. Donc, il y a une lacune à ce niveau-là. Les développeurs sont tout le temps pressés par les deadlines puis tout, fait qu'ils ont moins de temps pour s'attaquer à la sécurité. Puis les appareils de sécurité, oui, ils font une job en ce moment, mais il y a encore des problèmes de sécurité, même si on met tout plein d'appareils de sécurité. Je dis pas que qu'est-ce que je présente, ça corrige tout. Non, c'est pas vrai, là. En tout cas, à mon sens, c'est impossible de tout corriger, mais ça vient ajouter un peu plus de sécurité. Si on compare un WAF, pour ceux qui ne savent pas, c'est un Web Application Firewall. Dans le fond, c'est un peu le principe des firewalls appliqués aux applications web. Donc, c'est une liste de règles qui fait que ça détecte des attaques ou des comportements jugés anormaux. Ça peut aussi dire on permet seulement tels éléments. En contrepartie, avec mon outil, on cherche plutôt à ce que l'application ne tombe jamais dans un mauvais état. Donc, souvent, une des problématiques courantes des applications web, c'est que la partie graphique donne un certain comportement qui doit être suivi, mais qu'en arrière, on ne peut pas suivre ce comportement-là. Donc, on s'efforce, donc moi, avec ce que j'ai fait, je m'efforce de m'assurer que le comportement qui est dicté par l'interface graphique soit tout le temps suivi par le serveur. Puis si on compare avec ce que nos amis de Californie ont sorti cette année, donc l'objectif du botwall, c'est de rendre les attaques plus complexes. En gros, qu'est-ce que mon outil fait? C'est que ça recompile l'application en la modifiant, en ajoutant des codes pour que la rende un peu plus sécuritaire. En fait, idéalement, il faudrait combiner les trois ensemble dans un seul et même outil pour que ça soit comme Captain America, Thor et Batman. Donc, ça serait l'idéal. Mais on n'est pas là en ce moment. Il y a deux façons de l'implémenter, ce concept-là, cet outil-là. On peut l'implémenter au niveau du serveur, donc HostBase. Le concept ici, c'est de faire, comme je l'ai dit tantôt, un serveur dédié pour les applications web. Donc, ce n'est pas un serveur HTTP qui peut faire qui peut rendre un REST API, qui peut traiter du XML RPC ou tout. C'est un serveur qui ne fait que gérer des sites web et des applications web. À ce niveau-là, on peut inclure des fonctionnalités de sécurité si on a cette notion-là de serveur dédié là. Sauf qu'en le faisant au niveau du serveur, ça le rend dépendant des langages, des frameworks. C'est sûr qu'en faisant ça, c'est vraiment plus rapide parce qu'on peut plus précompiler puis préprocesser des éléments pour que les rendus soient plus rapides. On peut aussi le mettre en network base. Donc là, c'est que on sert l'application par les serveurs HTTP puis tous les frameworks habituels, puis on analyse le trafic puis on le modifie pour s'assurer que l'application est plus sécuritaire. C'est sûr qu'en faisant ça, vu qu'on ne peut pas préprocesser tout,
C'est sûr qu'on peut faire un travail là, de pré-processer, de mettre en cache, puis pré-compiler, mais c'est plus compliqué, puis au final, c'est moins rapide. Par contre, moi, qu'est-ce que j'ai décidé de faire, c'est de le faire au niveau réseau, parce que c'est plus simple, c'est applicable c'est applicable dans un plus grand nombre de cas. Donc, c'est un reverse proxy qui est à mettre le plus proche possible du serveur. Idéalement, on peut le mettre si on a un WAF, là, entre un WAF et le serveur, là, vraiment le plus près possible. Parce que, comme on va le voir, je l'ai montré que ça serait bien de combiner les deux, mais un WAF peut quand même être utile en plus de l'outil. Donc, l'approche que j'ai essayé d'adopter, c'est qu'il n'y ait aucune signature d'attaque à maintenir. Donc, aucune règle, on n'a pas minimisé la configuration pour que ça soit très facile à déployer et à maintenir, puis maximiser, puis en faisant ça, essayer de maximiser les aspects de sécurité que l'outil offre. Puis c'est basé sur des politiques de sécurité préétablies. Je vais revenir pour ça là-dessus un peu plus tard. Donc, quand je parlais de configuration simple, en ce moment, l'outil se configure en 4 étapes simples. Donc, on a juste à dire c'est quoi l'os que le client va voir, c'est quoi il est situé où notre serveur interne, puis on donne une page d'erreur par défaut qui va être appelée lorsqu'il y a des comportements, lorsque justement on va détecter qu'on sort de l'état normal de l'application web. Après ça, une des critiques que j'avais eues l'année passée, c'est oui, on modifie la page web, puis ça implique quoi pour les développeurs, puis si on veut essayer de débugger, en faisant ça, en limitant, c'est quand l'outil s'applique, ça devient plus facile à débugger. Donc, on peut spécifier si l'outil s'applique seulement quand l'adresse IP est distante. Donc, si on accède au site web localement via l'outil, ça va être comme si on accédait au site web sans l'outil. Ça peut aider au maintien et à la configuration. Après ça, troisième étape, j'ai inclus la notion de time to live. La notion de time to live, ça n'ajoute pas de la sécurité en tant que telle, mais c'est une feature facile à mettre puis que je trouvais intéressante. En gros, le concept, c'est si vous avez un site web, vous mettez un PDF sur le site web, puis il n'est plus référencé par aucune page du site web. S'il a été indexé par Google il y a 2-3 ans, une recherche Google va encore permettre de le retrouver, puis en cliquant directement sur le lien, on va pouvoir accéder à ce PDF-là, mais on ne veut plus nécessairement que le monde ait encore accès, vu que ça fait 2-3 ans qu'on ne le référence plus. Donc, j'ai ajouté la notion de time to live, fait que l'outil s'assure que les ressources qui peuvent être accédées sont encore indexées en quelque sorte par notre site web et ont été indexées par notre site web dans un passé assez rapproché. Puis comme ça, on évite là, de mauvaises surprises. Puis la dernière étape, c'est choisir une politique de sécurité. Initialement, je voulais faire une configuration très granulaire, puis on dire tel aspect de sécurité va être appliqué sur telle URL avec des expressions régulières et tout. Puis je me suis dit, que c'était trop compliqué au final de faire ça comme ça. Fait que je me suis j'ai pensé à qu'est-ce que ça pourrait être des politiques de sécurité. En gros, les politiques de sécurité, c'est des politiques qui calquent environ 4 types de sites types qu'on a qui existent. Donc, puis plus qu'une politique de sécurité est faible, moins qu'elle va affecter le rendu du site en tant que tel, puis que ça va s'adresser à un grand public, puis plus qu'on ajoute, plus qu'on monte dans le niveau de la politique de sécurité, plus ça va modifier le site, puis moins que ça va être destiné à un grand public.
Donc, c'est ça. Les politiques de sécurité sont basées sur une combinaison de quatre éléments: la surveillance de formulaire, la surveillance d'URL, l'obfuscation d'URL, puis l'obfuscation d'HTML. Puis aussi, plus la politique de sécurité est faible, moins qu'on fait de processing, plus que ça va pouvoir traiter un grand volume, puis plus, à l'inverse, si plus la possibilité de sécurité est élevée, plus qu'on va faire du processing, puis moins que ça va pouvoir gérer du trafic élevé. Au niveau de la plus basse politique de sécurité, c'est pour ce que j'appelle les sites informationnels. C'est des sites qui ont juste du contenu statique. Un site type, c'est un CMS. Donc, on déploie un CMS, puis c'est pas mal juste du rendu statique qui est généré. Et ça s'adresse généralement, quand on utilise un CMS, c'est un site grand public pour de l'information qu'on veut rendre. Puis, on n'a pas nécessairement besoin d'un très haut niveau de sécurité pour là. Après ça, c'est les sites interactifs. Donc, c'est du contenu, oui, statique, mais avec un petit volet, on a fait un peu de développement maison pour ajouter des fonctionnalités. Puis quand on a ça, vu qu'on a fait un peu de développement maison, généralement, ça introduit des erreurs, puis on a besoin d'un niveau de sécurité un peu plus élevé. Après ça, c'est des sites authentifiés. Donc, les sites avec une section authentifiée. Donc, c'est sûr que dès qu'on met un processus d'authentification sur un site, on veut un niveau de sécurité encore plus élevé. Puis, on s'attend justement que dès qu'on met une authentification sur un site, que l'achalandage sur cette portion de site-là est plus faible. Donc, on peut mettre plus d'éléments de sécurité à ce moment-là, puis c'est moins grave si on joue avec la performance. Et le top, c'est les sites transactionnels, donc c'est quand il y a de l'information vraiment sensible qui est gérée par le site. On met un maximum de protection. Et c'est ça. Donc, la surveillance de formulaire. La surveillance de formulaire, c'est rien de nouveau. En fait, je me suis un peu inspiré de ce que fait le framework .NET. Pour ceux qui sont familiers, je vais passer outre le framework .NET, mais quand une page est rendue par le navigateur web, il se base sur généralement du HTML. Puis dans le formulaire, il y a certains types, il y a certaines informations qui disent déjà d'emblée ce que le serveur peut, ce qui est attendu comme valeur. Je vais tout de suite passer à ça, justement. HTML5 introduit de nouveaux types. Puis c'est justement par rapport à ça que je fais référence. Donc, quand un input est de type URL, on s'attend à ce qui soit retourné, ça soit un URL. En fait, le navigateur, maintenant, les nouveaux navigateurs avec HTML5 vont valider automatiquement côté client, à moins qu'on leur spécifie de ne pas valider, que qu'est-ce qui est saisi dans ce champ de saisie-là, c'est un URL, ou c'est un email, ou c'est du texte avec ici j'ai mis un pattern d'expression régulière. Donc c'est déjà tout validé du côté client, sauf que ce n'est pas nécessairement automatiquement validé du côté serveur. Avec l'outil que j'ai fait, ça va être validé côté serveur automatiquement. Donc, on a, c'est ça. Donc, si la page inclut un champ de saisie de type nom, ça va être validé automatiquement qu'on s'attend à ce que ce soit un nombre qui soit retourné. Qu'est-ce qui est fait pour la gestion des erreurs? C'est quand même un volet important de cette feature-là, de cette fonctionnalité-là. Il y a deux comportements qui sont inclus. C'est sûr que si on suppose
suppose que le navigateur a validé que les données saisies étaient de type URL, puis qu'on reçoit quelque chose côté serveur que c'est pas de ce type-là, ben, on aurait pu dire tout de suite, on tire la plug, puis on envoie tout de suite une page d'erreur. J'ai pas jugé ça un bon comportement. Parce que j'ai essayé de préserver le plus possible la fonctionnalité du site pour pas que ça soit affecté. Le premier comportement de l'épuration de données, si on prend l'exemple d'un drop-down, ben, dans ce cas-ci, les valeurs qui devraient pouvoir être soumises, c'est Volvo, Saab, Mercedes, Audi. Puis, par défaut, c'est Mercedes qui est sélectionné. Donc, si on reçoit une des choses en dehors de ça, c'est qu'on est en erreur. On sort de l'état prévu par le site web. Donc, supposons qu'on a derrière un code vulnérable à de l'injection SQL. On peut soumettre des données invalides. Donc, dans la première donnée invalide qui est soumise, c'est une injection SQL qui devrait retourner les tables de la base de données. Puis la deuxième, c'est juste une marque d'auto qui n'est pas supportée. Qu'est-ce qui est fait? Ben, excusez. Qu'est-ce qui est fait? Vu qu'on connaît la liste de valeurs permises, puis on sait c'est quelle la valeur par défaut, ben, moi j'ai décidé que si ce n'était pas une valeur permise qui était soumise, ben, c'est la valeur par défaut qui va être retournée. Donc, le site web en arrière, il va recevoir une valeur valide, puis ça va être la valeur par défaut, donc il va avoir un traitement qui va être fait. En théorie, l'utilisateur ne devrait pas voir de différence entre le comportement qui s'attend et le comportement résultant, parce qu'il va avoir passé par le bon chemin, puis la validation côté client va avoir fonctionné, puis il va avoir soumis seulement une valeur permise. Mais dans le cas où quelqu'un trafique les données, ben, ça peut être légitime de dire que c'est la valeur par défaut qui est traitée. Dans le cas où on ne peut pas envoyer une valeur par défaut, ben, l'approche qui a été décidée d'aller vers, c'est de ne pas envoyer justement les données aux côtés du serveur. Donc, puis d'utiliser la validation qui est faite dans les navigateurs via HTML5. C'est-à-dire, supposons que là, on s'attendait, je t'allais peut-être un peu rapidement, mais on s'attendait d'avoir dans un champ de saisie un courriel, puis on reçoit des données invalides comme ça à la place. Mais vu que c'est un courriel, puis on n'a pas de valeur par défaut qu'on peut soumettre au serveur, bien, à la place, ça va arrêter la transmission, puis ça va faire afficher le formulaire avec les données invalides qui ont été soumises initialement. Puis c'est au navigateur, via sa fonctionnalité de validation d'HTML5, qui va faire afficher le message d'erreur. C'est sûr que ça pose problème pour les navigateurs qui ne sont pas compatibles encore HTML5, je sais, mais c'est quand même, c'est ça, un début. Oui, puis j'ai peut-être pas mentionné, l'outil est encore au stade de preuve de concept, là, c'est pas... ça ne traite pas tous les cas, ça ne marche pas dans tous les cas encore, c'est ça. Donc, au niveau de la validation de formulaire, qu'est-ce que ça fait principalement? Ça simplifie le travail des développeurs, donc juste en spécifiant le type de champ qui s'attendent, ça va faire la validation côté serveur automatiquement. Puis, ça vient réduire le risque. C'est sûr que ça ne corrige pas toutes les problématiques de sécurité. Supposons qu'un développeur décide d'utiliser seulement des champs de saisie de type texte. Bien, un champ de saisie de type texte, à la base, ça peut inclure tout. Puis, vu que ça peut inclure tout, même l'outil ne peut faire aucune validation sur ce qui est soumis. Fait que si le code est vulnérable en arrière, ben, ça va passer comme si de rien n'était, puis la vulnérabilité va pouvoir être exploitée. Donc, ça demande quand même un minimum de dire, ben, j'utilise le bon type de champ pour le bon type de données. Mais ça réduit quand même
pas mal de problématiques, surtout quand on pense là, au drop-down, c'est quoi le terme français? La liste déroulante, oui. Quand on fait des pentests de sites web, les listes déroulantes, généralement, souvent, c'est merveilleux. Parce que c'est généralement pas vérifié que les valeurs qui sont retournées devaient être inclus dans la liste déroulante, puis on peut souvent accéder à ce qu'on ne devrait pas, mais c'est ça, juste à ce niveau-là, l'outil va pouvoir permettre de faire un bon travail. Après ça, qu'est-ce qu'on a? C'est la surveillance d'URL. La surveillance d'URL, encore là, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est possible de le faire avec un WAF. C'est possible de le faire avec, dans le fond, le même principe avec sa configuration serveur avec .htaccess ou dans le web config ou dans le web.xml. Dans le fond, c'est l'interface graphique va dire c'est quoi les URL qu'on va pouvoir accéder sur un site. Si on va sur la page d'accueil, supposons qu'on a une page web, un URL d'une page web, puis si on va sur le site web, on rentre par la page d'accueil, puis on n'est pas capable de faire un chemin en naviguant via l'interface pour aller à l'URL qu'on avait initialement, on ne devrait pas pouvoir y accéder à cette URL-là. C'est ce concept-là. Donc, on va s'assurer que les URL qu'on peut accéder ont été indexées par notre site web, pas par Google ou par un pirate. Ça a été indexé par notre site web. Donc, si quelqu'un de bien motivé pourrait dire, je configure mon WAF pour dire telle URL, je le permets, telle URL, je le permets, telle URL, je le permets. Fait que si le site a 10 000 URL, il pourrait ajouter 10 000 règles dans le WAF, puis le faire, puis ça serait magique. Mais, dans le fond, il faut maintenir 10 000 règles, puis l'idée, c'est pas de maintenir 10 000 règles, fait que c'est de le faire automatiquement, ce travail-là. C'est ça que l'outil fait. Donc, supposons qu'on a dans la page web ces URL-là qui sont permis, mais l'outil va reconnaître ces URL-là comme étant permis. Et, valeur permise, puis si on soumet n'importe quelle URL en dehors des valeurs qui ont été reconnues comme permises, ça va être la page d'erreur qui va être retournée. Donc, juste en faisant ça, l'injection au niveau des URL, n'importe quoi, injection SQL, injection XSS, après ça, ça peut être du path transversal. Dans le fond, toutes les vulnérabilités, ça va être ça. En gros, ça permet de corriger pas mal l'ensemble des vulnérabilités techniques dans les query strings. Parce qu'on accepte seulement les URL qui ont été indexées par le site web. C'est sûr que si le site web indexe une URL avec une vulnérabilité dedans, l'outil va le laisser passer. Mais on espère que ça n'arrivera jamais. Okay? Puis, une mauvaise configuration, donc le directory listing, par défaut, sous beaucoup de serveurs HTTP ont ça d'activer, mais généralement, ce n'est pas utilisé par le site web pour dire tu peux accéder à ce répertoire-là pour avoir une liste de fichiers. Donc, ça ne sera pas permis d'accéder au contenu de ce répertoire-là. Version non à jour aussi, c'est le même principe. Puis les redirections non validées. Parce qu'on espère que les redirections, c'est le même principe là, que le site, quand il redirige, il sait où qui redirige. Après ça, l'obfuscation d'URL. L'obfuscation d'URL, c'est en quelque sorte du polymorphisme d'URL. Ça transforme les URL afin qu'ils ne puissent pas être devinés et qu'il y ait une portée. Je vais mettre l'emphase sur le concept de portée après. Donc, on peut dire qu'une ressource qui s'appelait d'une certaine façon initialement, on change la façon qu'elle s'appelle pour que ça soit difficilement
pour que ce soit difficile à deviner. Je vais faire un petit retour en arrière. Les deux premières choses que je viens de présenter, ça s'adressait plus aux vulnérabilités dites techniques. Sauf que toute la logique, même si on dit que on permet seulement d'accéder aux URL qui sont indexées par le site web, ben ça veut pas dire, ça va permettre quand même que si on connaît un ID valide d'un autre utilisateur, ben c'est indexé par le site. Il y a un autre utilisateur qui existe, puis lui est capable d'accéder à cette page-là, ben on va être quand même, un pirate va être quand même capable d'accéder à cette partie-là, puis aux données de cet utilisateur-là, parce que c'est une faille de logique. Puis juste avec la surveillance d'URL, mais on n'est pas capable de faire ça. Donc l'idée, c'est pour se prémunir contre les failles de logique, c'est de s'assurer que les URL, on ne puisse pas les saisir manuellement. Parce qu'à la base, on ne devrait pas avoir à saisir manuellement un URL parce que, justement, on est rentré par la page d'accueil, on a navigué, puis on est allé sur une page. On peut l'avoir mis dans nos bookmarks, mais une fois qu'il est dans nos bookmarks, ce n'est pas à nous à la modifier manuellement puis à dire que je vais accéder aux données de tel utilisateur. Donc, pour ça, on transforme les URL. L'outil implémente 3 notions de portée. Donc, la première notion de portée de l'URL, c'est la portée au niveau du site. Donc, si on prend ici, dans ce cas-ci, l'exemple, c'est que l'URL de base, qui est un index, va être transformé en quelque chose d'incompréhensible puis qui ne peut pas être deviné. Puis, en étant en portée de site, c'est que ça va être tout le temps valide pour le site. Donc, cette URL-là, le nouveau URL remplace en quelque sorte l'URL index pour le site. Donc, c'est du 1 pour 1. Ce qui nous permet de nous prémunir contre l'énumération de ressources, vu qu'on ne peut pas deviner, puis c'est quelque chose de random, on ne peut pas aller accéder à une ressource, puis deviner des ressources, puis ça permet d'ajouter de la sécurité à ce niveau-là. Après ça, la portée de session. La portée de session, c'est dire que les transformations d'URL qu'on a, supposons ici, rapport report generate ID, quand on génère un rapport, on peut s'attendre à ce que la génération du rapport soit seulement valide pour la section active de l'utilisateur. Si c'est seulement actif pour la session, seulement valide pour la session active de l'utilisateur, on peut dire que dans la première session, c'est telle URL qui doit être accédée pour générer ce rapport-là avec ce ID-là. Puis dans une deuxième session, c'est un autre URL qui doit être accédé pour générer le même rapport. Même si au final, les paramètres et tout, c'est les mêmes choses, puis que en temps normal, ça devrait être les mêmes... c'est le même URL qui est utilisé pour générer exactement le même rapport. On peut quand même dire que d'une session à l'autre, on ne veut pas que ce soit le même URL qui soit accédé, puis que si on n'est pas dans la bonne session, l'URL qu'on avait ne marchera plus. Fait que, dans le fond, qu'est-ce que ça nous permet de faire, de se protéger en ce moment-là, c'est d'éviter la rejoute de requêtes d'une session à une autre. Donc, si on accède au site web dans un premier... Donc, dans le fond, si un attaquant accède à une partie du site web dans le cadre de sa session, puis qui essaie après ça de répliquer la même chose s'il contrôle la session d'un autre utilisateur, mais il ne pourra pas le faire sur la base là, des données qu'il a récupérées dans sa première session. Puis la dernière portée, c'est la portée de la requête. Donc c'est le même principe, mais au lieu que ce soit au niveau de la session, c'est à chaque requête, l'URL change, puis ça s'invalide automatiquement d'une fois à l'autre. Au niveau de la requête, ça revient un peu au concept d'un anti-cross-site request forgery. Donc on s'assure comme ça qu'on ne peut pas, à partir, dans le fond, le cas classique du cross-site request forgery, c'est on forge un formulaire, on incite la victime à accéder
un site contenant ce formulaire-là, puis à le soumettre. Puis en faisant ça, ben le formulaire est soumis vers supposons le site bancaire de la personne auquel est connecté en ce moment, puis une transaction est effectuée. Puis ça permet aussi de faire un peu d'anti-spidering. C'est que si on change l'URL qui doit être accédée en tout temps, ben si le spider, le web crawler, dans le fond, quand un outil indexe un site pour essayer de l'attaquer, se base uniquement sur les URL pour déterminer c'est quoi les ressources qu'il peut attaquer ou pas. Ben, si les URL changent à chaque requête, ben, il va comme rentrer en boucle infinie puis il n'arrêtera jamais. Fait que ça pousse à ce que les outils soient un petit peu plus intelligents. Le dernier élément sur lequel sont basées les politiques de sécurité, c'est l'obfuscation d'HTML. En soi, l'obfuscation d'HTML, ça ajoute pas grand sécurité de plus. Si on parle juste en termes de sécurité base, ça n'ajoute pas de sécurité au site web, ça fait juste ralentir les outils puis rendre la tâche plus complexe aux outils. Okay. C'est ça. Mais, donc, pour le faire, j'utilise le JavaScript. Un exemple de transformation, on prend un HTML brut, puis on le génère, on offusque le code en JavaScript. L'idée ici, là, que souvent on voit de l'obfuscation d'HTML, l'obfuscation de JavaScript pour que ça soit incompréhensible et lisible par les humains, mais on n'a pas besoin d'aller jusqu'à quelque chose d'illisible et d'incompréhensible. Le but, c'est de l'offusquer pour que ça soit difficile à lire par un outil automatisé. C'est pas pour que ça soit difficile à lire par un humain. Il y a quand même une bonne différence entre les deux. On n'a pas besoin de faire les mêmes passes, puis c'est pas exactement les mêmes transformations qui doivent être faites à ce moment-là. Même si ça n'ajoute pas vraiment de sécurité, pourquoi qu'on le fait? Parce que c'est compliqué, ça complique beaucoup la vie des outils. En fait, cette fonctionnalité-là est juste mise quand on choisit, en ce moment, juste mise quand on choisit le niveau de politique de sécurité le plus élevé. Le lien qui est là, c'est que je suis tombé là-dessus justement dernièrement, c'est que Google, pour les sites Ajax, fortement Ajax, ont même lancé un peu la couverte, puis ils demandent au webmaster de faire des choses pour que les sites qui sont fortement Ajax, au final, soient rendus en HTML pour qu'eux puissent les indexer. Donc, on s'entend que bon, Google ont du budget puis ont du power de recherche pour essayer de faire des travaux. Puis, bon, ça leur complexifie tellement la vie qu'ils demandent que chaque site le fasse le travail un peu pour eux. Donc, c'est pour ça un peu qu'on veut quand même complexifier la vie des outils via l'obfuscation d'HTML. J'ai quelques résultats à vous présenter rapidement. Le contexte, j'ai pris l'application vulnérable WAF 7. Dans le fond, c'est un projet de WAPS. Après ça, j'ai pris un outil de scan qui est le ZAP, c'est aussi de WAPS. J'ai pas fait de tri de faux positifs, donc ça ne veut pas dire que c'est le reflet de la réalité. Au niveau du crawling, quand je parlais qu'au niveau des politiques, quand on choisissait une politique minimum, ça transformait le moins possible le site, mais on a l'exemple ici, c'est que sans l'outil, on a 1792 URL de trouver, puis avec l'outil politique minimum, on transforme le moins possible, ben, il trouve les mêmes URL. Fait que ça fait qu'en rien dans le fond, la fonctionnalité puis le déroulement. Puis quand on prend la politique maximum, ben, vu qu'on transforme l'HTML puis qu'on transforme beaucoup, ben, l'outil de scan automatisé a juste trouvé 5 URL. Si on prend des vulnérabilités techniques,
je le rappelle, je n'ai pas fait de tri de faux positifs. C'est pas dit que c'est tout vrai, mais bon. En rouge, c'est sans l'outil, donc il y a quand même pas mal de choses qui ont été trouvées par l'outil de scan automatisé. Je pense pas que pour le LFI, c'est tout des vrais, même sans le WA entre les deux. Là. Sauf qu'on peut voir que juste avec le niveau de politique minimum, ben, l'outil de scan automatisé trouve déjà énormément moins de choses. Puis avec le niveau maximum, qui est le en vert, ben, il n'a pratiquement rien trouvé. Ben, dans le fond, il a juste trouvé 5 URL, puis il a fallu qu'il fasse ses attaques sur 5 URL. C'est ça. Donc, si on récapitule, oui, c'est un autre appliance de sécurité. C'est pour ça, Yet Another Security Appliance. Ça ne fait pas des miracles. Ça réduit le risque. Mais si on combine ça à un WAF, un botwall ou et tout, ben dans le fond, ça offre une protection accrue au site web. Ça a des limites. Comme je l'ai dit, bon, au niveau de la performance, ça affecte la performance, veut pas. C'est de l'analyse statique, de l'analyse dynamique de code source qui passe dans le réseau. Donc, ça veut pas, ça prend du travail au niveau des processeurs. Puis les applications manipulateurs de DOM, ben, j'ai le même problème que Google pour les sites Ajax. Plus que tu es fortement Ajax, plus ça pose des problèmes pour faire justement l'analyse statique, l'analyse dynamique. Et les sites de type manipulateur de DOM, ben, je n'ai pas encore trouvé toutes les solutions pour y arriver. Mais ça ne s'adresse pas nécessairement à tout. Moi, je pense que ça s'adresse plus aux PME puis aux gens qui n'ont pas beaucoup d'efforts à mettre dans la sécurisation de leurs applications. Comme je parlais, surtout au niveau des CMS, souvent, c'est quelqu'un qui ne connaît pas vraiment ça, qui déploie les CMS, puis qui ne met pas ça à jour nécessairement. Je pense que c'est là que ça peut être le plus intéressant. Puis au niveau aussi des hébergeurs web, donc ils ont un grand volume de clients à gérer. Puis ils n'ont pas le manpower pour gérer un WAF très bien configuré pour chacun des sites. Donc, je pense que c'est là que c'est le plus intéressant. Les points clés, ben, ça réduit la surface d'attaque. Comme je l'ai dit, ça réduit, ça règle pas tous les problèmes. Ça facilite la tâche aux développeurs, donc ça permet que les développeurs fassent un peu... idéalement, il ne faudrait pas que les développeurs fassent moins de sécurité, mais s'ils oublient de faire certains éléments, inclure certains éléments de sécurité dans leur pratique, dans leur développement, ben, ça va leur faciliter la tâche. Puis ça s'assure que le comportement dicté par l'interface graphique est respecté au final par le serveur. Ça se fait le tour de ma présentation. Oui. Encore une fois, félicitations pour vos travaux, c'est toujours bien apprécié. Merci. Les utilisations, moi je verrais très bien ça dans une ligne de service en santé pour le suivi d'un dossier patient cancer, par exemple. OK. Ça peut être un bon suivi de tracking de dossier. Donc, je vois même aussi un niveau de sécurité, encore un autre niveau. Un petit truc que je vais inventer pour une couple d'années, je sens que vous êtes proche de ça. Les sites web à données sensibles, les chiffrements automatiques des données, sans gestion de clé. Vous êtes très proche de ce niveau-là, monsieur. OK, c'est bon. Impressionnant de voir ça. C'est bon. Merci. D'autres questions? Oui? Quoi l'impact? Je vois que tu as vraiment un système anti-crawler qui a plusieurs moyens de bloquer le crawling. Oui. C'est quoi l'impact? Deux questions. C'est quoi l'impact sur le SEO? Le Search Engine Optimization pour avoir du ranking, parce que Oui. la PME on dit sur Internet, c'est de là. Puis, je vais peut-être au début, tu disais que tu l'as déployé dans l'entreprise. Au niveau du SEO,
les politiques de sécurité le gèrent un peu. Quand on choisit minimum, ça affecte pas beaucoup la façon que le site est fait. Puis, dans le fond, le SEO va pouvoir se faire, l'indexation va pouvoir se faire vraiment seamless, quasiment seamless. Donc, à ce niveau-là, puis on s'attend aussi que quand on choisit un niveau de sécurité minimum, ben c'est un site à grand volume, public, qu'on veut qu'il soit bien indexé. Mais en contrepartie, si on veut que, si on choisit une politique de sécurité maximum, qu'on veut mettre le plus de sécurité possible, on s'attend généralement à ce que l'indexation, on a moins besoin de l'indexation. Donc, c'est comme ça que c'est géré. Sinon, est-ce que c'est déployé? Non, c'est pas déployé. L'outil est encore au stade de preuve de concept. C'est sûr que j'aimerais ça le déployer pour pouvoir le mettre vraiment à l'épreuve, mais il y a encore un peu de travail à faire avant de pouvoir le déployer au niveau d'une entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui. Que ceux-là. Oui. Pour les URL créés dynamiquement, mettons que dans le titre, il y a mon nom, mettons. Oui. Un search, par exemple. Oui. Il se passe différentes choses. Il y a un whitelist que je te dirais qui est fait. Il y a un whitelist qui est fait en type compilation, donc il peut être fait au début. Dans le fond, l'idée, c'est un peu de crawler le site puis faire le whitelist à partir de là. Mais il y a un whitelist qui est fait dynamiquement à chaque requête. Ça veut dire que, supposons que tu accèdes à une page, puis là, ben, le site met, dans le fond, met ton ID dans un query, dans un URL, ben là, il va être whitelisté aussi. Il y a un whitelisting continu qui est fait. Puis au niveau du search, le search, c'est un autre problème. Le search, en gros, ça passe parce que je dis... essentiellement, je n'accepte pas les soumissions de formulaires en GET. Toutes les soumissions de formulaires sont transformées en POST, sont processées, puis... Ouais, c'est ça. C'est ça. Ma dernière présentation est sur GitHub. C'est François LR sur GitHub. Je vais mettre cela aussi sur GitHub, puis je vais l'envoyer à Patrick. Aussi, l'ancienne sur le site du Hackfest. Là. Ah, j'ai pas de timeline de déterminer pour quand il va être releasé. Je dirais, tu sais, je travaille quand je peux dessus là. Oui. 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 Ben, dans le fond, quand tu as vu quand je montrais la configuration initialement, c'est que tu te configures un site par, dans le fond, répertoire. Tu peux dire, ben, mon www.exemple.com/site1/, ben, ça va être tel niveau de sécurité. Puis tout ce qui est en dessous de la route site 1, ben, c'est ce niveau de sécurité-là qui va être appliqué. Puis tu peux en configurer un autre, site 2, puis ça va être un autre niveau de sécurité qui va être appliqué. Donc, ça permet un peu de gérer ça à ce niveau-là. Hein? OK. Ben, hein?
Pour ceux qui ont encore d'autres questions, je vous invite à venir au Q&A. Puis sinon, merci d'avoir assisté à ma conférence.